Salut, bienvenue pour un nouvel update lecture. Je me suis dit qu'il était quand même temps que je commence à vous parler de mes lectures du mois de septembre. En vrai, ça serait bien, surtout que j'ai démarré extrêmement fort au mois de septembre. Au moment où je tourne cette vidéo, le mois de septembre n'est pas fini. Du coup, je suis pas réellement certaine de pouvoir rattraper mon retard en termes d'update sur ce mois d'octobre, malgré une vidéo par jour. Mais je vais quand même essayer. Et donc, dans cette vidéo, je vais commencer par les premiers livres que j'ai lus au mois de septembre, qui sont ceux que j'ai lus sur le 7 jours, 7 livres. Enfin, à peu près, si vous avez vu le vlog, vous savez. Je remettrai le vlog en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et on va commencer. J'ai donc commencé le mois de septembre avec Ténébria, le manoir Darkshire de Fabrice Collin au texte et Gérald Yerlet au dessin. Je vous l'avais dit dans la page du mois de septembre et du coup, si vous avez vu le vlog 7 jours, 7 livres, vous savez, c'est celui-là que j'ai lu en premier et franchement j'ai bien aimé. J'ai été un peu surprise slash dégoûtée de me rendre compte que dans ce bouquin d'à peine une centaine de pages il y avait 2 histoires, mais c'était quand même très cool. Je vais vous montrer des illustrations. Je trouve ça vraiment, les illustrations sont vraiment cool. Il y en a des grandes comme ça et des plus petites comme ça. Je vous en ai montré d'autres dans le vlog du coup. Et franchement j'ai trouvé ça vraiment très mignon, vraiment très chou. C'était vraiment bien, franchement. Pour le coup, pour Halloween, pour les enfants, c'est parfait puisque on suit un petit groupe d'enfants monstres. Donc il y a un vampire, enfin une vampire, un fantôme, un squelette, un démon et un arbre qui parle. C'est trop chou en vrai. Et donc en fait les enfants vivent tous ensemble dans le manoir Darkshire et leurs parents sont pas là, ils sont littéralement livrés à eux-mêmes, ils vivent tout seuls, ils se débrouillent tout seuls, ils vont à l'école, tout ça. Ce sont des enfants quand même assez sages, assez cool parce que oui, ils doivent avoir peut-être une dizaine d'années. Déjà ils vivent tout seuls, je suis pas certaine que des humains laissent des enfants d'une dizaine d'années vivre tout seuls, mais bref. Mais ils vont à l'école, ils se font à manger, enfin vraiment ils se débrouillent vraiment tout seuls. C'est pas en mode c'est pas des enfants qui sont livrés à eux-mêmes tout seuls et qui font que des bêtises toute la journée, c'est pas le cas, ils vont vraiment à l'école, ils font leurs devoirs, enfin ce sont des enfants presque adultes. Voilà, et en gros on va les suivre dans 2 petites histoires. Donc en fait dans la première qui s'appelle Embrouille et Dragon, c'est trop cool, il y a des dragons, il y a un dragon du coup dans cette histoire. En fait dans la première histoire il y a un binôme d'enfants, il me semble que c'est la vampire et le squelette qui doivent faire un exposé à l'école, sauf que ils n'ont pas eu d'idée pour l'exposé, ils savaient pas trop quoi faire et ils se retrouvent à la veille de l'exposé sans avoir rien préparé. On a tous connu cette situation, avec pas genre. Et du coup ils inventent un truc en fait pour pouvoir faire cet exposé et avoir quand même une bonne note. Ils inventent un truc, et ce qui était censé être juste une présentation basée sur un mensonge se transforme en petite catastrophe à l'échelle de l'école et pour les enfants, et ils se retrouvent embarqués dans une histoire qui les dépasse complètement, vraiment, et du coup ils savent plus quoi faire et ils se retrouvent dans cette fameuse situation, comme je l'ai dit dans le vlog, où soit tu rajoutes des mensonges sur ton mensonge pour le cacher et ça devient compliqué, soit tu dis la vérité, tu dis que t'as menti et comme ça ça va un peu mieux, tu vois. Évidemment, comme la plupart des gens, ils choisissent de pas dire la vérité. Et bah écoutez, c'est comme ça, on fait tout ça. Je sais pas pourquoi on fait tout ça en vrai, mais et du coup, ça s'accumule en fait, hein, et puis c'est un peu compliqué à gérer, mais j'ai bien aimé. Comme je l'ai dit en vlog, il y a vraiment des livres jeunesse où le message de l'histoire et du bouquin, c'est qu'il ne faut pas mentir, que c'est pas bien. Il y en a un que j'ai lu comme ça et que j'ai abandonné il y a pas très longtemps. Je sais plus le titre, je suis désolée, si je le retrouve, je l'écrirai par là. Mais vraiment, dans celui que j'ai lu il y a pas longtemps et que j'ai abandonné, j'avais vraiment l'impression que l'auteur me tapait dessus, jusqu'à me faire rentrer littéralement dans le crâne que mentir, c'est pas bien, tu vois. Là, il n'y a pas de notion de marteau sur ma tête, il y a juste une petite histoire très mignonne, très sympathique, très gentille, dont la morale, c'est mentir, c'est pas bien, tu vois. Et on sait tous que mentir, c'est pas bien. Mais il y a des fois, mentir, ça te paraît comme être la bonne solution, tu vois. Alors que c'est jamais la bonne solution. Mais je sais pas, c'est bien fait, c'est vraiment cool. Et dans la deuxième histoire, la vampire reçoit une lettre de ses parents qui lui disent que un de ses oncles va venir la voir. Alors c'est pas vraiment un de ses oncles, comme c'est des vampires, ils ont des centaines d'années.
et du coup c'est pas vraiment son oncle à proprement parler, mais bref, il arrive et c'est un vampire assez fermé, assez triste en fait. Il a l'air sévère et il s'adresse un petit peu mal aux enfants, mais tu sens dans sa manière d'être que c'est pas juste parce qu'il est méchant ou juste parce qu'il aime pas les enfants, c'est pas le cas. C'est juste qu'en fait il va pas bien. Il y a un truc qui fait que il est pas dans son état normal et les enfants essayent de comprendre, essayent de l'aider. Alors comme c'est des enfants, ils partent dans des délires un peu aberrants en mode peut-être c'est un serial killer ou je dis n'importe quoi là, mais vous voyez, ils partent vraiment très très loin dans leurs hypothèses pour au final découvrir la vérité. Vraiment, j'ai bien aimé cette deuxième histoire qui fait intervenir donc un adulte avec les enfants. C'était vraiment très chou. Et là, je dirais que la morale de l'histoire, c'est que si tu t'engueules avec quelqu'un, discuter avec les gens, ça reste quand même la meilleure solution, tu vois, plutôt que de parler dans son dos et de se faire des mentales et des trucs. Encore une fois, c'est un truc qu'on sait tous, hein, mais qu'on fait pas forcément. Vraiment, j'ai bien aimé ce bouquin. Et puis alors, j'adore l'objet livre. Ces petits hardback jeunesse, c'est un petit peu ma kryptonite. Hein. Je suis pas capable de... Quand j'en vois un, je suis pas capable de m'en passer. Bon, là, je l'ai commandé, donc je savais pas qu'il allait ressembler à ça, mais je suis très contente. Et vraiment, encore une fois, pour les enfants, pour Halloween, c'est pas mal. À lire tout seul, je dirais à partir de 8 ans, 8-9 ans. Parce que c'est quand même écrit assez gros dedans. Je sais pas si vous avez vu, c'est écrit quand même très très gros et ça se lit vraiment très très vite. Il n'y a pas de vocabulaire particulièrement difficile. Il me semble pas que c'est dans celui-là qu'il y a quelques mots un peu compliqués, mais il y a des astérix avec des définitions. Du coup, c'est pas mal pour les enfants. Le deuxième que j'ai lu sur cette semaine, du coup, c'est Gaspard de Paris, le tome 1, Le monstre des toits, de Paul Thiès au texte et Benjamin Strickler au dessin. Ici, on est sur des illustrations monochromes bleues. Je vous en ai montré pareil dans le vlog et je vous l'ai dit, j'adore ce genre d'illustration. Je pense même que je préfère ce genre d'illustration aux illustrations avec plein de couleurs. Je sais pas pourquoi, vraiment, c'est un truc que j'adore. Pareil, c'est écrit quand même assez gros. Il n'y a pas écrit à partir de quel âge, mais pareil, 7-8 ans. Franchement, ça se lit bien. Ici, on est dans un Paris des années, j'espère, 1800, peut-être début 1900. Je ne sais pas. En tout cas, on est à une époque où il est question de travail des enfants. Et c'est normal. C'est-à-dire qu'un enfant je sais pas, à partir de 11-12 ans, il doit travailler, il doit trouver un travail, c'est comme ça. Alors, selon les milieux, évidemment, tous les enfants ne travaillent pas. On a ici notamment sur la deuxième partie du bouquin une petite fille qui est issue d'une famille assez riche et qui donc ne travaille pas. Mais en gros, tous les enfants issus de familles pauvres, pour aider leurs parents, travaillent et tous les orphelins, ce qui est le cas de Gaspard, travaillent aussi. Arrivé à un âge que notre société estime bien trop jeune aujourd'hui. Et donc voilà, Gaspard est orphelin, il a grandi dans un orphelinat. On s'attarde pas vraiment sur cette partie de sa vie, puisque le livre démarre, il est avec un maître en fait. Il a été recruté, on va dire ça comme ça, par un homme qui tient une boutique un petit peu d'antiquité. Il vend des trucs un peu bizarres, un peu magiques peut-être, on ne sait pas trop. Et voilà, Gaspard est avec lui, donc il vit chez lui et il travaille dans sa boutique. Il a eu de la chance parce qu'il y a dans ces années-là, en tout cas c'est ce qui est dit ici, pas mal de maîtres qui maltraitent les jeunes garçons comme ça et qui sont réduits quasiment à l'état d'esclaves. Super merveilleux, mais c'est pas le cas de Gaspard. Sauf que la boutique de son maître marche pas vraiment. C'est pas vraiment un truc qui plaît aux gens et c'est pas vraiment, il peut pas vraiment s'en sortir niveau salaire avec cette boutique. Du coup, Gaspard décide en plus d'aider son maître à la boutique, devenir ramoneur. Et donc, il se balade littéralement sur les toits de Paris pour ramoner les cheminées des gens. Et en faisant ça, il va rencontrer, donc, comme c'est marqué dans le titre, une gargouille, mais une vraie gargouille qui s'anime et qui parle, et qui est un peu flippante au début, mais ça reste vraiment très jeunesse, vraiment très mignon. Il y a toute une histoire en mode la gargouille passe son temps à dire qu'elle a mangé des gens, qu'elle a dévoré des gens. Mais en vrai, c'est pas vraiment le cas, tu vois. C'est juste pour faire genre parce que c'est une gargouille. Voilà, et donc du coup, voilà, on suit cette histoire avec Gaspard, cette gargouille, et le meilleur ami de Gaspard qui est apprenti boulanger. Bref, c'est trop cool. Voilà, on suit ça. Et comme je l'ai dit, dans la deuxième partie du bouquin, il est question d'une jeune fille que Gaspard va rencontrer et dont il va tomber amoureux. Et je l'ai dit en vlog,
La construction du personnage féminin est vraiment cool. Ici, c'est vraiment une très bonne représentation de jeune fille en jeunesse. Surtout dans ces années-là, je pense en tout cas. Enfin, mettre un livre jeunesse dans ce contexte-là et quand même réussir à mettre une jeune fille aussi cool qu'elle l'est ici. Voilà, on aurait pu se servir en gros de l'époque à laquelle le livre se passe pour nous pondre une jeune fille bien sage, bien mignonne, toute belle, qui reste dans son coin, assise, les jambes croisées, vous voyez ce genre de truc, c'est pas le cas. Et c'est vraiment cool. J'ai vraiment beaucoup aimé. Dans le vlog, il me semble que j'ai pas... En fait, au moment de lire le bouquin, j'ai pas réellement réalisé à quel point... En fait, je l'avais vraiment aimé. Mais je l'ai vraiment aimé. Et j'ai déjà commandé le tome 2 parce qu'en fait, juste après, j'ai dû passer ma commande France Loisirs. Il me semble que celui-là, je l'ai commandé sur France Loisirs, enfin le tome 2. Et du coup, j'ai vu le tome 2 sur France Loisirs, donc je l'ai pris. Voilà. Le mercredi de cette semaine 7 jours 7 livres, j'ai donc lu Société protectrice des monstres, le tome 4, Le vampire de la jungle de Matthew Morgan, David Tinben et Guy McDonald. Et je suis presque triste d'avoir lu ce tome 4 parce que du coup, il me reste qu'un à lire. Et j'aurais fini la saga, j'adore cette saga. Ici je dirais que c'est pour des enfants un peu plus grands, et par rapport à ce qui se passe, et par rapport à l'univers qui est un petit peu compliqué, et aussi par rapport au livre qui est un petit peu plus gros, et un petit peu moins illustré. Il y a quand même quelques illustrations qui ressemblent à ça, mais il doit y en avoir peut-être 6-7 dans tout le bouquin, donc c'est vraiment pas énormément. Pour l'histoire du coup, c'est à peu près la même chose si vous m'avez déjà entendu parler des 3 premiers tomes. Du coup, on suit principalement Ulf, qui est un petit loup-garou qui vit à la Société protectrice des monstres. Donc la Société protectrice des monstres, c'est un énorme domaine, un immense domaine avec plein de terres et plein d'animaux qui sont présents sur place, et un manoir dans lequel travaille une vétérinaire qui a hérité de cette société qui a été créée par un homme avant elle. Voilà. Et donc le travail de cette vétérinaire et de Ulf qui l'aide, c'est de recueillir des animaux parfois qu'on connaît, c'est-à-dire parfois qui existent vraiment pour nous et parfois qu'on connaît pas, donc comme les loups-garous, enfin qu'on connaît pas, qui n'existent pas en tout cas, et parfois qu'on connaît pas du tout, qui sont réellement inventés par les auteurs. Donc voilà, elle recueille ces animaux, elle les soigne et elle les relâche dans la nature quand c'est possible, et si c'est pas possible, elle les garde sur le domaine pour qu'ils vivent leur vie tranquillement. Voilà, et de temps en temps, ils font des expéditions, ils sont appelés ailleurs pour aider d'autres gens. Voilà, et donc c'est ça qu'on suit. Il y a aussi un géant et une fée qui forment le groupe principal qu'on suit. C'est une saga que j'adore vraiment, et donc ici, comme le titre l'indique, je suis désolée, ma voix est fatiguée. Et donc ici, comme le titre l'indique, ils vont se rendre dans une expédition dans la jungle pour essayer de trouver un vampire. On est dans un univers où il y a plusieurs années, les hommes chassaient les vampires, et donc les hommes ont quasiment exterminé les vampires. Et donc il en reste très très peu qui sont devenus une espèce protégée. Et voilà, la vétérinaire voudrait aller sur une île, il me semble que c'est, enfin en tout cas dans cette jungle, parce que elle a eu des informations comme quoi il y aurait un vampire là-bas, et elle voudrait voir si c'est vrai, s'il va bien, s'il a besoin d'aide, et elle voudrait aussi en profiter si c'est possible pour faire des prélèvements sur lui pour pouvoir étudier les vampires et donc en apprendre plus et peut-être en aider d'autres après. C'est son but. Et donc voilà, ils se rendent là-bas pour faire ça. Comme dans tous les tomes, il y a le même petit groupe de méchants qui n'est jamais très loin. J'adore cette saga, vraiment, je la trouve géniale. En plus, on est de nouveau sur des petits hardbacks jeunesse. Oui, non, mais écoutez, comment voulez-vous que je résiste? Je ne peux pas résister. Je sais pas ce qu'ont fait les auteurs d'autres, ensemble ou séparément. Il me semble qu'ils n'ont pas fait grand-chose d'autre. Mais il faudrait que je revérifie. En tout cas, j'ai trouvé cette saga-là par hasard, comme très souvent. Et j'adore, vraiment, j'adore. Je viens de vous montrer 3 livres que j'ai adorés. Si vous me connaissez en update, c'est un peu bizarre qu'il y ait 3 livres de suite que j'aime beaucoup et que je termine. Du coup, on va finir avec un abandon. Et si vous avez vu le vlog, vous savez de quel livre il s'agit. C'est Wicca, le manoir des sorcelages de Marie Alino. C'est un livre très apprécié. Et comme je l'ai dit en vlog, il me semble, je n'aurais jamais dû acheter et je n'aurais jamais dû lire ce livre. Pour la simple et bonne raison que j'avais pas envie, en fait. Mon instinct me disait que non, ça servait à rien. Non, je sais pas comment l'expliquer. J'avais une intuition qui me disait de pas le lire. Mais, comme c'est un livre extrêmement populaire, que tout le monde en a parlé, que tout le monde a adoré, il y a de ça bien 3-4 ans, je m'étais quand même décidée à l'acheter.
il y a bien 3 ans. Et il a traîné encore 3 ans dans ma palle, avant que je me décide à le lire, tout ça pour me rendre compte que j'aurais dû m'écouter et ne pas écouter les gens. En gros, ici, on suit, comment ils s'appellent, Avril et Octobre, qui sont frères et sœurs et qui vivent donc au manoir des sorcelages. Ils font partie d'une famille qui a des pouvoirs magiques. Je sais pas vraiment s'ils sont réellement sorciers, mais en tout cas, on est sur des bails de magie avec un manoir qui agit tout seul. Bref, et en fait, pour moi, il y a plein de problèmes dans ce début de livre. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai lu 51 pages. Et vraiment, ça part dans tous les sens. Il n'y a aucune base qui est posée, il n'y a aucun contexte qui est posé, il n'y a aucun univers qui est posé. Les personnages sont définis par un trait de caractère et bon, pourquoi faire un effort, franchement, on s'en fout. Et voilà. C'est ça qui se passe en 50 pages. Moi, j'ai l'impression d'avoir lu un énorme fouillis avec des personnages pas franchement intéressants. Et du coup, j'ai pas envie de lire, en fait. Pour le résumé, en tout cas pour ce qui se passe dans ces 50 pages, la meilleure amie de Avril vient au manoir voir les frères et sœurs. J'ai presque l'impression qu'ils sont jumeaux, mais je suis pas sûre. Je crois pas qu'ils sont jumeaux. Enfin bref. Donc elle vient voir sa meilleure amie et ils passent un peu de temps ensemble. Ils vont voir le grenier alors qu'ils n'ont pas le droit d'aller le voir. On en fait des caisses sur le fait que ah là là c'est pas bien, ils vont voir le grenier, ils n'ont pas le droit. On en fait des caisses, on en fait des caisses, on en fait des caisses. Et ils font dans ce grenier une séance de Ouija. Je l'ai dit en vlog, c'est pas quelque chose qui me plaît, c'est pas quelque chose qui m'attire, c'est pas quelque chose dans lequel je crois, c'est pas quelque chose que je fais, que je ferai un jour, je ne ferai pas ça parce que j'ai pas envie en fait, vraiment ça de... Non, en fait, vous voyez, c'est pas un truc qui me... Ça fait pas partie de... Je sais pas comment expliquer, mais c'est pas un truc qui m'attire. Donc c'est pas un truc qui me plaît, fondamentalement. Même si je l'ai jamais fait et que je le ferai probablement jamais. Mais voilà, ils font cette séance de Ouija et... ça m'intéresse pas, en fait. Et c'est pas parce que ça m'intéresse pas dans la vraie vie que ça m'intéresse pas ici. Il y a des trucs auxquels je crois pas dans la vraie vie. Enfin, je veux dire, je crois pas que les loups-garous existent pour le cas de Ulf, par exemple. Je crois pas que les gargouilles qui parlent existent pour le cas de Gaspard de Paris, par exemple. Et dans l'autre bouquin, on a quand même un squelette, un vampire et tout. Ça n'existe pas non plus. Enfin, vous voyez, j'y crois pas. Mais j'arrive quand même à suivre ce genre d'histoire. Donc ici, j'aurais pu quand même y arriver. Sauf que je suis désolée, mais je trouve que c'est mal fait en fait. Je dis pas que c'est mal écrit, mais c'est mal construit, il y a un problème, ça va pas, ça part dans tous les sens. On nous parle de fantômes, et puis d'un œil qui se balade, et puis ils font de la Ouija, et puis ils vont au collège, et puis il y a une pierre qui disparaît. Alors en fait, ce qui me dérange avec cette pierre qui disparaît, parce que j'ai pas été très claire il me semble en vlog, en fait, on te dit que la pierre a disparu. Et là, c'est panique à bord. Vraiment, tous les personnages paniquent, c'est catastrophe, oh là là, la pierre a disparu, mais vous vous rendez pas compte, il faut qu'on retrouve la pierre, vite, vite, vite. Sauf qu'en fait, à toi, lecteur, lectrice, on ne t'explique pas en quoi c'est grave que cette pierre ait disparu. Du coup, moi, je me retrouve avec des personnages que déjà, j'apprécie pas forcément, dans un livre où franchement, je trouve que ça part un peu dans tous les sens et j'ai pas vraiment envie de continuer. Et là, bim, une pierre disparaît, c'est la fin du monde, mais personne ne m'explique rien. Du coup, je suis désolée, mais de mon point de vue, je vois pas en quoi le fait qu'une pierre ait disparu, c'est aussi dramatique que ça. Voilà, et aussi, c'est quoi toute cette histoire de Ouija avant? Enfin, je veux dire, ça sert à quoi? Et si toutes les pages que j'ai lues avant que la pierre disparaisse, puisque la pierre qui disparaît, ça va être le cœur de l'histoire d'après le résumé, si tout ce que j'ai lu avant que cette pierre disparaisse est censé poser les bases et poser l'univers, les personnages et tout, c'est un échec en fait. Je suis désolée, mais ça ne marche pas. Non, vraiment, je suis désolée, mais non, en fait. Voilà. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Les personnages sont creux. Je suis désolée, mais c'est la vérité. J'ai pas envie de suivre les personnages là-dedans. Et le peu qu'on m'a montré de l'histoire qu'on va suivre, ça m'intéresse pas, en fait. Voilà. Du coup, j'ai préféré arrêter le bouquin. Et ça m'apprendra à suivre la vie des gens et à lire un livre populaire, alors qu'a priori, je ne devrais pas. Voilà. J'aurais préféré finir cette update sur une meilleure note, mais écoutez, c'est pas non plus la fin du monde. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.